Bonjour, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour discuter des tendances. D'abord, bienvenue à tous à ASBAT Tech Talks, une série de webinaires au cours desquels des professionnels de l'information documentaire discuteront autour de la technologie et du numérique en rapport avec les sciences de l'information documentaire. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour discuter des tendances et des avancées qui façonnent notre domaine. La révolution numérique a réimaginé la manière dont nous collectons, organisons et partageons l'information, créant un terrain fertile pour l'innovation et la collaboration. Dans notre exploration d'aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs de la transformation numérique qui s'opère au cœur des bibliothèques, centres de documentation et services d'archives. Dans la gestion des collections à l'intelligence artificielle, au service de l'analyse sémantique, nous découvrirons ensemble des nouvelles frontières de la science de l'information documentaire. Nous vivons une époque fascinante où l'accès à l'information est redéfini par des avancées technologiques rapides. Aujourd'hui, nous allons non seulement comprendre ces changements, mais aussi explorer comment ils façonnent notre rôle en tant que professionnels de l'information documentaire. Sans plus tarder, nous plongeons-nous dans cette aventure numérique et découvrons ensemble les opportunités et les défis que nous attendent. Merci de vous joindre à nous pour ce dialogue stimulant sur la convergence entre la technologie et le numérique en rapport avec les sciences de l'information documentaire. Sans plus tarder encore, je vais présenter le monsieur qui va dérouler la séance, qui va dérouler le webinaire. Il s'appelle Mamadou Dia. Et Mamadou Dia est titulaire d'un master professionnel en sciences de l'information documentaire, option technologie de l'information documentaire, et aussi d'un autre master en marketing et communication. Et je tiens à souligner que Mamadou Dia est un homme doté d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant qu'archiviste, documentaliste, mais aussi bibliothécaire. Il est en troisième année de sa thèse au laboratoire de recherche en sciences de l'information documentaire de l'EBAD, où il dispense aussi également des cours de l'information documentaire. Il a participé à plusieurs écoles d'été et stages techniques nationaux et internationaux en présentiel, en ligne, sur les sciences de l'information documentaire. Et pour terminer, en guise de résumé, il est l'auteur d'un livre et de plusieurs articles scientifiques sur les sciences de l'information documentaire. Avant de terminer, je vais vous présenter le plan, le déroulement du webinaire. En premier lieu, nous allons parler de l'installation et paramétrage des bases PMB. Ensuite, ajout, notices et documents numériques. Ensuite, ajout, utilisateur et gestion pré-retour. Nous allons parler aussi de la découverte opaque et enfin des éditions. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous demanderai de rester dans un climat attentionné et de suivre ce webinaire. Merci à tous. Monsieur Dia, vous avez la parole. Merci à tous. Merci, Monsieur Ao. Merci pour cette brève présentation de ma personne. Et également, peut-être tu as oublié de te présenter. Je rappelle que Monsieur Ao est le président de l'amicale des étudiants de l'EBAD. Et je félicite également l'ASBAT pour ce choix apporté non seulement sur ma personne, mais également sur ces jeunes talents qui sont appelés à œuvrer pour le futur de la profession. Et dans le cadre que Ousseynou Ao a été pris pour modérer un peu cette session. Vraiment bonne continuation également. Bonjour chers collègues d'ici du Sénégal et d'ailleurs. Je vois pas mal de personnes connectées. J'en reconnais certains, d'autres pas. Mais nous allons essayer d'axer cette présentation un peu sur la pratique de PMB. Donc, comme son nom l'indique, on a parlé de prise en main du SIGB, PMB. Donc, SIGB, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système intégré de gestion de bibliothèque. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on va procéder réellement, mais de toute façon, je vais partager mon écran, faire quelques pratiques pour vous permettre de voir un peu comment ça se passe. Et également, vous rappeler que la réunion est enregistrée. Donc, après, je vais mettre à disposition de l'ASBAT sur sa page YouTube peut-être, pour ceux qui veulent revoir après. S'ils n'ont pas compris des choses, ce n'est pas la peine d'essayer de nous faire revenir tout le temps. Donc, c'est enregistré. Après, ils peuvent revenir pour voir comment configurer tel ou tel paramètre. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Voilà. J'espère que tout le monde voit mon écran.
OK. Donc là, formation PMB. Donc, on va commencer par l'installation. Parce que ça pose souvent un problème. Tout le temps, les gens me reviennent, malgré tous les tutos qui existent, malgré tout ce qui existe sur le web, sur les pages YouTube. Tout le temps, des gens reviennent avec l'installation, avec des petits problèmes. Donc, on va faire toute la procédure de l'installation d'abord et certains paramètres de base avant de rentrer proprement dans l'exploitation de PNB. Et peut-être je vais faire une petite pause pour prendre quelques questions-réponses et également certaines expériences. Parce que je veux que ce soit un échange interactif. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont un peu pratiqué, qui ont des questions, qui ont des expériences qui veulent également faire bénéficier à la communauté professionnelle. Donc, PMB, c'est un logiciel qui tourne sur un serveur en local ou web. Donc, en local, ça peut être WAMP, ça peut être EasyPHP, ça peut être XAMPP, ça peut être tout autre serveur. OK? Donc, quand on télécharge PMB, il vient comme ça, en format zippé. D'accord? Donc, les serveurs web également, que ce soit WAMP ou EasyPHP, on peut les télécharger gratuitement sur le web. Donc là, la première chose à faire, c'est d'abord installer WAMP. Donc, pour ce faire, on fait juste un double-clic sur le WAMP pour le lancer. Donc là, il y a l'ordinateur qui me demande l'autorisation. Je dis oui. Donc là, dès qu'on double-clique, on a cette petite présentation qui nous dit que voilà, ça c'est un WAMP serveur, vous êtes en train de l'installer. OK? Donc là, je fais Next. Quand je fais Next, je vois la licence agreement. Donc là, c'est souvent on accepte, nous tous nous acceptons sans véritablement lire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est juste la licence d'installation de WAMP, notre serveur. Donc je fais Accept et je fais Next. OK? Donc là, c'est important parce qu'il va nous dire où est-ce qu'il va installer WAMP. Il va l'installer dans C. Donc C, anti/WAMP. OK? Je fais Next ensuite. Là, il me demande est-ce que je veux un raccourci sur le bureau. Je coche, oui, OK. Est-ce que je veux un raccourci également dans le menu démarrer? OK, je coche, je fais oui. OK, donc là, je coche les deux et je fais Next. OK, donc là, il me fait un résumé de ce que je vais faire. Je vais installer WAMP dans C, vous voyez. Et là, j'aurai deux raccourcis, un sur le bureau, un dans le menu démarrer. OK, et je fais Install. Donc, dès que je fais Install, là, je patiente. Là, il est en train d'installer le WAMP sur ma machine. Vous voyez. N'hésitez pas, s'il y a des incompréhensions, à lever la main, poser des questions. C'est ouvert, on est entre collègues. OK? C'est ce qu'on a des machines également qui peuvent faire. Ils peuvent faire directement. OK, donc là, il me dit qu'il a testé Firefox. Est-ce que je peux utiliser Firefox comme navigateur par défaut? Bah, moi, j'aime pas trop Firefox. J'utilise plus Chrome ou Edge. Donc, je vais faire non. OK, donc ça dépend de vous. Hein. Chacun peut faire ce qu'il veut après. Donc, l'essentiel, c'est d'arriver à installer WAMP. Donc, ici, c'est par défaut. Je laisse. Je fais Next. Et je fais Finish. OK, donc là, il va le lancer. Si je fais Finish, automatiquement, il le lance. Comment je sais que WAMP est installé? Regardez ici en bas. Ici, tout à fait en bas, là où il y a l'heure, la date. Si je décale à gauche, il y a un petit W vert ici. Vers la météo. Il y a un petit W vert ici, qui est en vert. Donc, ça veut dire que WAMP a été correctement installé et actif. Donc, première étape, c'est installer WAMP. OK? On fait juste double-clic, suivant, vous avez vu ce que j'ai fait. Donc, il l'installe dans C. Après, il le lance ici, c'est actif en bas. OK? Prochaine étape, c'est quoi? C'est dézipper le fichier téléchargé PMB que je vais faire en dossier et je vais le mettre dans C, WAMP, www. Donc, je ne sais pas si je vous envoie dans le chat les logiciels pour que vous puissiez les avoir après. Attendez, je le fais en même temps, sinon je risque d'oublier. Donc, je vais dans mon chat. Donc, vous pourrez les télécharger, hein, je pense. Je fais ça. Ici. Je fais ça. Donc, je peux faire ça. Yeah. Ah, il refuse. OK, il refuse. Bon, je vais le mettre sur un drive après. Il refuse. Le chatroom ne prend pas ça. J'avais voulu vous envoyer les deux logiciels là dans le chatroom, mais ça ne passe pas. Mais après, je vais vous envoyer un lien de téléchargement, c'est mieux. Donc là, j'ai installé mon WAMP. Je disais, quelle est la prochaine étape? C'est de dézipper le PMB
et de le mettre dans C, WAMP, WW. Donc, si vous vous rappelez, j'ai installé mon WAMP dans C, WAMP, WW, dans C, WAMP, dans C tout court. Donc là, je fais double-clic sur PMB. OK. Donc là, j'ai un dézippeur WinRAR. Donc là, voici le dossier PMB. Je peux juste faire extraire vers. Si je fais extraire vers, je vais dans C, disque local C ici. Disque local C. WAMP, il est là. Je vais dans WAMP et je vais dans WW. Donc là, si je clique sur OK, automatiquement, il va dézipper le dossier PMB, il va le mettre là-bas. OK? C'est une procédure. Donc, si je fais ça, automatiquement, il va le mettre dans C, WAMP, WW. Il l'extrait directement. Donc, si je vais dans C, WAMP, WW, j'aurai un dossier PMB. Donc, on va aller vérifier. Si je vais dans C, WAMP, WW, ouais, j'ai un dossier PMB, il est là. Donc, autre possibilité, je pouvais venir ici, dans C, WAMP, WW, ouvrir mon zip PMB ici. Là, j'aurais pu faire ça également. J'aurais pu faire ça. Faire ça. Voilà. Glisser et glisser et déposer. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est juste d'avoir le dossier PMB dans C, WAMP, WW. Si vous voyez le chemin, C, WAMP, WW, ici. Donc, je pouvais également dézipper sur le bureau, ensuite venir copier le dossier, aller le coller là. OK? J'espère que tout le monde a compris ce principe-là. Donc, l'idée, c'est juste dézipper le PMB et le mettre dans C, WAMP, WW. OK? Donc là, la prochaine étape, c'est quoi? C'est maintenant qu'on va aller lancer l'installation du PMB. Donc, juste à présent, je n'ai rien fait. J'ai juste installé WAMP. Je suis allé dézipper mon fichier PMB zippé que je suis allé mettre dans C, WAMP, WW. Donc là, maintenant, je vais lancer l'installation du PMB. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans mon WAMP, en bas. Si vous vous rappelez la petite icône verte qui s'était allumée, je clique dessus et je tape, je vais à localhost. Localhost. OK? Quand je lance localhost, j'ai une page qui s'ouvre sur mon navigateur. Vous voyez, là, j'ai Edge. Donc, j'avais décoché Mozilla Firefox par défaut. Donc, du coup, il me lance mon navigateur par défaut. Vous voyez. Donc là, si je vais dans localhost, tout à fait en bas, il y a le menu Vos projets. Ici. Vos projets. OK? Dans vos projets, il y a le dossier PMB qui est là. Pourquoi le dossier PMB est là? Parce qu'il est présent dans C, WAMP, WW. Si je n'avais pas mis le dossier PMB là-bas, il n'allait pas apparaître ici. Vous voyez. Donc, vos projets nous montrent uniquement tous les dossiers qui sont dans C, WAMP, WW. Donc là, vous comprenez pourquoi il faut bien le mettre là-bas. OK? Donc là, la prochaine étape, c'est quoi? C'est juste cliquer sur le dossier PMB. Et on a ça. OK? On a un message d'erreur. Donc, si vous remarquez bien sur le navigateur, c'est bien localhost /pmb 4.1. OK? Donc là, qu'est-ce que je fais? Il y a jusqu'à la fin de la première phrase. Il y a table/install.php. Donc, je dois cliquer dessus pour lancer l'installation. OK? Dès que je clique dessus, l'installation de PMB se lance. Vous voyez, il y a un menu qui apparaît avec install et autres. Donc ici, j'ai un premier choix qui se présente à moi. ISO 88591, uniquement les caractères latins, UTF-8. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si dans mon fond documentaire, dans ma bibliothèque, je n'ai que des livres en français, anglais, allemand, latin et autres, les caractères latins, avec tout ce qui est ABC, etc., je choisis ISO 88591. Si dans ma bibliothèque, j'ai des documents en arabe, en persan, en chinois, en japonais, etc., je choisis UTF-8. Comme ça, en plus du français, vous pourrez cataloguer des livres en arabe, etc., etc. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça la différence de choix pour l'encodage de caractères. OK? Donc là, on va prendre peut-être UTF-8 pour être général. OK? Et langue. Je vais choisir naturellement le français. Et j'ai cette page qui s'affiche après. OK? Donc ici, comme on est en formation pour une prise en main pour débutants, donc là, paramètres système, on ne touche à rien. On laisse par défaut. Après, lui, il va le remplir. OK?
Bibli, utilisateur PMB, mot de passe, base de données Bibli, ça aussi on ne touche pas. On laisse, ce sera par défaut. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste cliquer sur ici. Insérer les données essentielles pour démarrer rapidement. OK. Je coche insérer les données essentielles pour démarrer rapidement. Ensuite, choix du thésauriste. Là également, ça dépend de notre bibliothèque. Si on utilise Agno comme thésauriste, on met Agno. Si on choisit l'UNESCO ou bien environnement, on met. Si on n'a aucun de ces thésauristes, on met aucun. OK? Donc, pour l'exemple, je vais mettre aucun. Ensuite, il y a l'indexation qui arrive. Donc là, ça dépend aussi. Si vous utilisez Dewey, vous mettez Dewey. Si vous utilisez Chambéry, ou si c'est des classements à maison, comme la plupart de nos bibliothèques maintenant, vous mettez aucune indexation. Donc après, vous pourrez paramétrer vous-même votre propre classement à l'intérieur. OK? Dès que j'ai fait ces choix-là, donc rappelez-vous bien, choix de l'indexation interne, j'ai coché quelque chose. Choix des thésauristes, j'ai coché quelque chose. Chargement de données PMB, j'ai coché que la première case, insérer les données essentielles pour démarrer rapidement. Et ici, je n'ai pas touché. Ici, je n'ai pas touché. OK? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je clique sur créer la base. Mais je laisse la machine tourner. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je vois bien que il a tout fait ce que je lui ai dit. Il y a quelques petites erreurs qu'il a mis, mais ça, c'est pas méchant. Ça n'empêchera pas la base de tourner, de fonctionner. Donc là, je vais aller à la page d'accueil ici, en bas. Donc, il me dit la création de la base vient d'être effectuée en rouge ici. C'est bien clair. Ça veut dire que c'est bon. Donc ici, je vais aller à la page d'accueil et automatiquement, il m'amène ici. OK? Donc là, pour se connecter, PMB par défaut, toujours, c'est admin. Admin. ADMIN en minuscule. Pareil, comme mot de passe. Admin. Admin. Dès que vous le faites, vous êtes connecté. Donc là, peut-être la première chose à faire, c'est d'aller changer le mot de passe pour éviter d'être piraté, etc. Et de commencer maintenant à paramétrer. Donc là, je suis dans la partie administrateur. Si je clique ici, sur le petit bonhomme ici, avec une flèche en haut à droite, il m'affiche le pack par défaut également. Vous voyez, donc là, PMB est bien installé. J'ai mon pack ici, j'ai ma partie administration ici. Je peux prendre quelques questions si vous voulez pour ce qui est l'installation, parce qu'on vient de finir l'installation. Donc, à partir de maintenant, actuellement, PMB peut fonctionner tranquillement. Question? Monsieur Ao, vous prendre quelques questions peut-être pour l'installation? Oui, vous pouvez lever la main. Comme ça, vous pourrez poser des questions pour ce qui concerne l'installation. Ouais. Comme ça, je repose un peu en même temps. Ouais. Allez, il y a Allez qui a levé la main. Allez, on vous écoute. Allez, allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Merci Dia, merci c'est Ao et pour cette belle présentation, ce début de présentation. Bon, en fait, moi j'ai juste une question par rapport à l'installation. Parce qu'au moment de l'installation, j'avais vu qu'il y avait quelques tableaux et certainement c'était des messages d'erreur. Maintenant, j'aimerais savoir voilà, comment faire pour les corriger au cas où il y aurait certaines incidences sur le fonctionnement de l'application, du logiciel à l'avenir, quoi. D'accord. Donc, si je comprends bien, comment corriger les messages d'erreur? Oui. Monsieur Dia, vous avez entendu? Oui, il a raison. C'est une excellente question, en fait. Parce que quand on installe souvent, avec les mises à jour, les versions de nos logiciels, les versions de nos XP, ou bien si c'est des Mac, si c'est les versions de la base de données qu'on installe par rapport à la version de PMB, parce que PMB a plusieurs versions également. Il peut y arriver qu'il y ait des messages d'erreur sans incidence. Sans incidence, ça veut dire quoi? On peut utiliser la base sans qu'il y ait aucun problème. On pourra cataloguer, faire tout ce qu'on veut. OK? Maintenant, il y a des messages d'erreur qui arrivent et qui ont des incidences. Souvent, vous faites un nouvel catalogue, vous enregistrez, ça refuse de repasser, par exemple. OK? Ce genre de messages, pour les éviter,
il faut carrément aller sur la partie, je vais vous montrer un peu. Il faut aller sur la partie administration de PMB, par exemple, là où il y a les outils, voilà, la maintenance base. Donc, il faut vérifier d'abord par rapport aux bases de données, maintenance MySQL. Il faut vérifier les tables, voir exactement de quelle erreur il s'agit, parce que chaque message souvent a un code qui l'accompagne. OK? Ça peut être un code de mise à jour simple, ça peut être un code qui signifie un conflit, etc. Donc, tout ça dépend de ce que vous voulez faire d'abord. OK? Et de l'incidence qu'a l'erreur. Si c'est des incidences mineures, aucun impact, vous pouvez faire fonctionner. Mais si à un moment, il y a des erreurs qui arrivent, on peut venir à partir d'ici, vérifier, analyser, réparer certaines tables. Il peut arriver que ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, ça voudra dire que les versions de base de données que vous utilisez et les versions de PMB que vous utilisez ne sont pas du tout compatibles. Donc là, il faut forcément avoir une version compatible de PMB ou bien de base de données. Maintenant, souvent, le problème qu'on a avec nos informaticiens, ils se réveillent un jour, ils font une mise à jour du système de base de données derrière, sans avertir le professionnel qui est dans la maison et autres. Donc, si par exemple, moi, je suis là, j'utilise PMB 5 ou 6 depuis longtemps, l'informaticien, lui, de son côté, on ne communique pas trop. Il se réveille, il big sa base de données vers la base de données X ou 9, par exemple. Automatiquement, moi, j'ai des problèmes. Donc, je suis obligé, soit des fois, il arrive même que les gens perdent carrément les données de leur PMB à cause de ces petites erreurs-là. C'est arrivé plein de fois. Donc, nous, quand on vient pour dépanner, par exemple, on leur dit, ah, vu qu'on a perdu, on va essayer de sauvegarder certaines données si on peut. Si on peut ouvrir la base, exporter les données, ensuite supprimer le PMB et installer une version qui est supérieure. Souvent, c'est dû un peu à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est un peu les éléments que j'ai. D'accord. Aliou, j'espère que vous avez été satisfait de la réponse de Mouchedia. Je perçois aussi une main. Issouf Ngolo. Issouf, vous pouvez activer votre micro, Issouf. Bonjour à tous. Bonjour Issouf. Monsieur Dia. Je crois que nous nous sommes côtoyés un peu sur les réseaux professionnels ces derniers temps. Je suis archiviste documentaliste. Et c'est déjà avec intérêt que je suis la présentation. Mais je voudrais savoir, ça c'est l'installation des PMB sur la machine locale. Oui. Et si on devait l'installer sur un serveur et que l'accès soit fait à distance, est-ce que cela est possible? C'est comme installer dans un serveur et que l'archiviste ou le documentaliste accède à distance. C'est fort possible dans YouTube. Merci pour cette question qui revient très souvent. Donc, l'idée du serveur sous local, c'est quoi? Donc, le serveur, il limite juste un serveur web, en fait. Il limite juste un serveur web. Ça permet de ne pas fonctionner sans serveur. Donc, pour la version en ligne aussi, c'est pareil. Vous voyez avec votre informaticien, vous lui donnez le fichier PMB, le dossier que vous voulez installer, et vous le mettez dans le répertoire. Vous lui dites, créez-moi une base de données. Il crée une base de données, il lui donne un nom, il lui crée un utilisateur et un mot de passe. Parce que chaque base de données a un utilisateur, un mot de passe. Donc, dès qu'il le fait, il vous donne tous ces éléments-là, il dépose le fichier PMB dans le serveur web et vous donne le lien. Genre, vous travaillez où, par exemple? La CEMAF. CEMAF, genre CEMAF. Dans quel pays? BF. Mali. En Mali, voilà. CEMAF.ml, par exemple, /PMB. Il vous donne ce lien-là. Donc, dès que vous allez taper CEMAF.ml/PMB, il va vous afficher le message d'erreur que j'avais lancé dans l'installation. Donc, vous cliquez sur Stable Install et vous faites votre installation. Maintenant, dans la partie où il y a base de données, vous allez mettre le nom de la base de données que vous avez remis. Utilisateur, vous allez mettre l'utilisateur. Vous allez remplir ces éléments tels quels. Et automatiquement, vous allez avoir le PMB en ligne. Ça, c'est vite fait, ça. C'est juste une question de 5 minutes. C'est pareil comme l'installation locale. Il suffit juste de prendre les fichiers, de les déposer, d'avoir des bases de données derrière, et puis de remplir correctement les champs. Okay. Mais ça peut être peut-être l'objet d'un autre webinaire qu'on pourra voir avec un exemple pratique. Ok, merci. D'accord. Monsieur Dia, j'aperçois là une autre question sur la conversation. Elle demande, je ne sais pas elle ou elle demande quelle est la différence entre l'installation sous Easy, PHP et WAMP en termes de fonctionnement.
Ah, OK. Bah, nous, on préconise souvent WAMP parce que c'est l'un des serveurs les plus stables. Mais c'est une question de goût également, hein. Il y a des gens qui sont plus à l'aise sur EasyPHP, il y en a qui sont plus à l'aise sur WAMP, il y en a sur XAMPP. Donc, il y en a beaucoup. C'est comme si moi, je suis à l'aise sur Google Chrome, l'autre sur Firefox, l'autre sur Edge. Vous voyez. Maintenant, WAMP, quand même, les gens sont d'accord pour dire que WAMP fait partie des plus stables actuellement. Donc, moi, même mon cours que je donne à l'époque, je le donne sous WAMP. Sous WAMP, en fait. C'est pour éviter également les problèmes de la première question. Moi, j'ai testé les deux. Hein. Sous EasyPHP, souvent, il y a énormément de messages d'erreur. Après, il faut installer, revenir, essayer de corriger erreur par erreur. Alors que sous WAMP, c'est minime quand même. C'est minime. D'accord. En termes d'erreur. D'accord. Merci pour cette réponse. Monsieur Diouf a levé la main. Monsieur Diouf, vous pouvez activer votre micro. Alassane, Monsieur Diouf. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Diouf. Bonjour. Bonjour, Ousseynou. Bonjour, Ga, mon ami. Bonjour, doyen. Je me présente, c'est Alassane Diouf, le directeur du Centre national des archives judiciaires du Sénégal. C'est un réel plaisir pour moi toujours de le suivre, Monsieur Ga, un collègue très compétent et qu'on admire beaucoup. Et franchement, c'est le lieu de le dire et de le féliciter et de l'encourager. Alors, j'avais une question, Monsieur Ga. Oui. Quelle est la dernière version du PMB qu'on utilise actuellement? La deuxième question, vous avez tantôt dit que vous n'utilisez pas tellement Firefox. Alors, quel est le navigateur que vous nous conseillez de mieux? Merci beaucoup. Bon, actuellement, PMB, ils sont sur la version 7. Si vous allez à 7, il y en a plusieurs aussi. Il y en a plusieurs. J'ai fait des tests. Il y a certaines médiathèques qui ont 7.3.9, 7.4 même. J'ai installé même 7.4 qui fonctionne très bien pour l'instant. Il n'y a pas encore de problème majeur. Maintenant, moi, le secret que je vous conseille en téléchargeant les versions de PMB, par exemple. Donc, c'est sigb.net. C'est sigb.net. Donc, moi, ce que je conseille aux professionnels, quand on va télécharger une version de PMB, c'est d'aller sur la Forge. Quand on va sur la Forge, vous voyez, actuellement, ils sont en version 7.4, qui est la plus récente, qui est sortie le 25 janvier 2022. OK? Moi, quand on télécharge, je leur dis de prendre la version qui est la plus téléchargée. Donc, ici, il y a le nombre de fois que la version est téléchargée. 7150, 1000, vous voyez, 3500. Moi, souvent, je conseille de prendre la version la plus téléchargée. Celle-là a été téléchargée 10 750. Souvent, c'est les versions qui sont vraiment stables que les gens ont approuvées. C'est pour ça qu'il y a autant de téléchargements. Vous voyez. Donc, c'est celle-là qu'il faut télécharger. Maintenant, pour le navigateur, c'est une question de goût, hein, d'être à l'aise aussi. Moi, j'aime bien Chrome, même si certains trouvent que ce n'est pas si sécurisé que ça. OK? Maintenant, il faut juste avoir un bon antivirus, faire des suivis derrière, faire attention à ne pas cliquer n'importe quoi. OK? Il y en a qui utilisent Edge, qui est là. Actuellement, le PMB, il court sur Edge, qui est bien, qui est stable. Firefox, c'est vrai qu'ils sont un peu en retard par rapport aux autres maintenant. C'est un très bon navigateur, bien sécurisé et autres, mais que les gens n'utilisent trop plus. Je ne sais pas pourquoi. OK? Donc, pour ça, ça dépend de vous, du goût, d'habitude, de ce que vous voulez. Donc, si vous remarquez bien, dans mon Edge, vous voyez actuellement, il y a pas mal de trucs que j'utilise au niveau professionnel, parce que là également, moi, au bureau, par exemple, tout le monde utilise Edge. Donc, on est au bureau, on se met dedans. C'est les informaticiens qui nous conseillent. Ça dépend des applications de l'architecture, du service informatique, tout ça qui peut jouer. Mais moi, personnellement, c'est Chrome. Vous voyez, Chrome, j'ai tellement de favoris. Vous voyez, si je clique là, vous voyez, tout ça, c'est des sites que je consulte, que j'enregistre. Il y en a tellement. Vous voyez. Donc, tout est là, mes bibliothèques, tout. Au niveau personnel, je suis plus dans Chrome que dans Edge. Mais ça dépend de vous, encore une fois, de là où vous êtes le plus à l'aise. C'est bon? On peut continuer un peu? Vous pouvez en prendre une autre question? Oui, je pense qu'on peut poursuivre. S'il n'y en a pas d'autres questions, vous pouvez poursuivre, M. Dia. OK. Donc là, on a fait l'installation de PMB. Il reste maintenant les petits paramètres de base. Donc là, si vous allez dans l'OPAC, vous voyez qu'il y a ici des services PMB en ligne. Donc ici, il faut mettre normalement le nom de la bibliothèque. Ici, il y a un logo, le livre ouvert.
il faut mettre également le logo de votre structure. Okay? Attendez, monsieur Dia. Je perçois un mail là. Papa Makura. Papa Makura, vous avez la parole? Oui, oui. Monsieur Dia? Oui. C'est Madame Dia, c'est Fatouma. Oui, bon, je voulais poser une question avant que vous... Voilà. Oui, est-ce que vous pouvez revenir sur votre image là, PMB, directement? Voilà, au bureau, quand je veux, il m'arrive des fois, si j'ai plusieurs livres à enregistrer, d'aller directement sur Internet, Mocam, pour importer les notices. Mais il arrive que je veux enregistrer un document qui n'a pas d'ISBN, de numéro ISBN. Voilà, à mon niveau, j'essaie de créer mes propres numéros pour identifier les documents, pour pouvoir les enregistrer. Est-ce que ça pourrait avoir une incidence dans mon travail et tout ça? Je n'ai pas compris. Tu arrives à importer déjà le document. Maintenant, tu veux mettre ton propre numéro. Oui. Par exemple, si ton livre n'a pas de numéro ISBN. OK. Si le livre n'a pas de numéro ISBN, mais quand vous allez sur Internet, il arrive que vous trouvez plusieurs ISBN pour le même numéro. Oui, ça arrive. Pour le même livre. Donc, oui. Mocam arrive à l'importer ou ne l'importe pas? D'habitude, je sais pas. Voilà. Tu arrives à l'importer sur Mocam ou pas? J'arrive à importer sur Mocam si le livre a des numéros ISBN. Ok, s'il n'a pas de numéro ISBN. Quand j'ai plusieurs lots de livres, voilà, si j'ai plusieurs livres qui ont des numéros ISBN et que je dois enregistrer, je vais directement sur Mocam et faire le travail. Ok, c'est quoi la question maintenant? Mais si le lot de livres, maintenant, est-ce que le fait de créer mes propres ISBN pour un numéro, pour un livre, pourrait avoir des incidences au travail? Non, si tu arrives à trouver le numéro déjà sur Mocam, c'est bon, tu l'importes, et puis ensuite tu fais modifier notice, tu enregistres comme tu veux. Tu peux mettre ta propre code, ton propre numéro ISBN qui est différent si tu veux après, et puis tu réenregistres dans la base. Et puis tu anticipes un peu sur la présentation. On va y revenir tout à l'heure, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'elle dit. D'accord. J'aperçois la main du président. Je l'aperçois 2 fois. Il a levé la main 2 fois. Monsieur le Président, vous pouvez activer votre micro. Monsieur le Président. Problème de connexion. Le présentateur, votre micro est muté. Hein? Allô, vous me recevez? Je pense que j'avais un problème de connexion. J'ai aperçu la main du président. Allô? Je pense que le président avait levé la main. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le président. Vous avez la parole. Bonjour. Oui, ça va, merci beaucoup. Par rapport à la sécurité, j'ai une question par rapport à la sécurité du PMB. Je l'ai souligné dans les explications rapidement. Avec les conflits, avec d'autres applications, si vous êtes surtout dans un environnement vaste, ça veut dire que si vous installez PMB sur le réseau de l'université, par exemple, il nous est arrivé de perdre notre base dans le passé. La source, on ne la sait pas. Elle peut être liée aux nombreux administrateurs, mais également elle peut être liée aux installations effectuées par le service informatique. Maintenant, ma question est la suivante. Comment gérer cette sécurité? Comment faire de telle sorte que
la communication, avoir une communication assez fluide avec le service informatique de telle sorte que s'il y a des installations susceptibles de perturber la base PMB, qu'on puisse l'identifier d'avance. Ouais. Quel dispositif de sécurité mettre en place vraiment pour veiller ou suivre les installations qui peuvent perturber PMB, c'est-à-dire les installations du service informatique. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Dia, vous pouvez activer votre micro. C'est bon, oui. J'étais en avance dans les explications alors que mon micro était coupé. Merci, Président Kanye, pour cette question. C'est le problème qui revient très souvent parce que PMB, malheureusement, avec les utilisateurs, on ne peut pas savoir qui a fait quoi. À moins qu'on verrouille au maximum les niveaux d'accès de chaque catégorie de personnes qui travaillent dans le logiciel. OK? On peut avoir des catalogueurs uniquement. On les fait catalogueurs. Ils font que cataloguer. Donc, ils ne peuvent pas accéder à la partie administration ni tout ça là. OK? Certains qui font juste circulation et limiter la partie administration au minimum de personnes pour éviter ça. Autre chose, au niveau informatique, j'ai souligné tout à l'heure, il peut arriver que les informaticiens, eux, c'est des férus. Ils se réveillent un jour, ils disent, ah, la base de données a évolué en cette version, il faut qu'on migre pour des raisons de sécurité. Donc, ils oublient toutes les autres applications qui sont installées sur cette base de données-là. Donc, ils se réveillent un jour, ils migrent. Donc, du coup, ce PMB-là peut avoir des soucis de fonctionnement. OK? Donc, déjà, ce qu'il faut, c'est de faire des sauvegardes régulières au cas où un jour l'informaticien se lève et migre. Au moins, vous avez une dernière version qui a été sauvegardée que vous pourrez après réinstaller quelque part avec une nouvelle version. OK? Deuxièmement, il faut que la communication soit fluide entre professionnels et services informatiques. Il faut qu'on les sensibilise au maximum. Que ça, ce sont des informations, c'est important, ça doit être pérenne. On a des enjeux de pérennité, de confidentialité, que ce soit pour la bibliothèque et pour les archives. Hein. Même quand vous êtes dans un système JET, les mêmes problèmes peuvent ressurgir. Donc, il faut qu'on les sensibilise au maximum. Confidentialité, pérennité, intégrité des données et des informations. Vous voyez, s'il faut mettre en place un comité entre vous et eux, qui se réunit une fois peut-être par mois ou une fois par 2 mois, si le temps le permet, pour sensibiliser, montrer un peu s'il y a des failles, des choses à revoir. Même s'il n'y a rien à voir, rencontrez-vous, discutez et voyez un peu par rapport aux perspectives. Parce que de toute façon, tôt ou tard, vous êtes appelés à collaborer ensemble. C'est ce qu'il faut voir. Maintenant, par rapport à l'administration, il faut limiter au maximum ici les utilisateurs. Là, le super admin, par exemple, ça peut être le directeur ou bien le responsable de la bibliothèque qui a tout ça. Il peut créer un autre admin, il ouvre les mêmes catégories et il le donne à l'informaticien pour le mettre devant le fait accompli, pour que lui aussi voit ce qu'il y a derrière et le montrer un peu comment le logiciel fonctionne, comment faire les sauvegardes et lui dire demain, par exemple, avant de faire une mise à jour, parlons-en, ce genre de choses. Il faut les amener à discuter. C'est un peu ça que je vois comme réponse précise. D'accord. J'aperçois la main de Papa Makouradia. Vous pouvez activer votre micro si vous avez une question. Comme ça, on va poursuivre. C'est Fatoumar, non? Elle avait posé une question, je pense. D'accord. Donc je pense qu'elle n'avait pas... Voilà, d'accord. Oui. Allez, monsieur, vous pouvez poursuivre. Donc, on va voir maintenant la personnalisation pour ne pas perdre du temps. Donc, dès qu'on est sur PMB, je disais, on a... Je pense qu'elle a encore levé la main. OK, bah on la laisse alors. Ensuite, je continue. Mais après, on va ouvrir. Si on fait ça, on ne va pas terminer. D'accord. On prend donc cette question. Après, on va poursuivre. OK. Allez-y. Activez votre micro, s'il vous plaît. Papa Macroix. Bon, monsieur Dia, je pense qu'on va avancer pour gagner un peu plus de temps. OK. Allez-y. OK. Donc, je disais que maintenant, j'ai installé mon PMB. J'ai ici ma partie administration pour me connecter c'est admin. J'ai ici ma partie opaque. Donc, la prochaine étape souvent, c'est de personnaliser. OK? Quand vous voulez personnaliser, avant de personnaliser, il faut d'abord venir ici, changer le mot de passe pour ne pas se faire hacker, je l'ai dit tantôt. Ensuite, on clique sur j'ai lu et accepté les thèmes de la licence. Donc, ici, par défaut, on peut choisir quelques emplacements.
localisation par défaut, par exemple, souvent on met bibliothèque principale. Maintenant, après, on peut aussi changer, hein, on peut aller changer, rajouter des bibliothèques secondaires, rajouter des localisations supplémentaires, etc. Et on fait enregistrer. Donc, la prochaine étape, c'est de changer le nom de la bibliothèque et d'ajouter un logo ici. OK? Donc, pour ça, je vais aller dans Administration. Ensuite, Outils. Ensuite, Paramètres. OK? Si je vais dans Paramètres, il y a Opaque ici, au milieu. Je clique sur Opaque, je descends. Donc là, il y a tous les paramètres qui sont censés modifier la partie opaque qui est là, ici. Ouais. Donc, paramètres, outils, opaque. OK, donc là, je suis là. Vous voyez, adresse, ville, pays. Donc, tout ça, c'est les éléments qui sont ici. Là, adresse. Donc, pour modifier, c'est simple. Il suffit juste de cliquer sur un paramètre. Par exemple, France, je clique sur France, j'enlève, je mets Sénégal. Je fais enregistrer. Donc, on clique, ça s'ouvre et vous écrivez. Donc là, si on vient ici et que j'actualise, vous allez voir que France va sauter, Sénégal va venir. Vous voyez. Donc, c'est le même principe. Vous allez l'utiliser pour changer tous les paramètres ici. Mettre l'adresse mail, mettre le code postal, le nom de la bibliothèque, l'adresse mail, tout. OK? Pour changer le nom ici, le nom de la bibliothèque ici. Donc là, je vois ça ici. C'est le bibliomane header. Donc, je clique dessus et je change. OK? Je mets bibliothèque, par exemple. Bibliothèque ou centre de ressources. Bien, centre de ressources. Voilà, X, Y, Z. Ouais. Vous vous dites que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez la main dessus. Je fais enregistrer. Donc là, si je fais comme ça vient. Vous voyez, ça change. Pour changer le logo également, c'est facile. Je descends à ici, logo small. C'est à partir du logo small qu'il faut le changer. Ici. Mais avant de le changer, il faut d'abord télécharger le logo de votre structure. Je ne sais pas, moi, on va prendre un logo quelconque. Je vais prendre le logo. Je vais prendre le logo quelconque, image. Accompagner, par exemple. Imaginons que la bibliothèque, c'est pour accompagner. Donc, je télécharge le logo, enregistrer sous. OK. Je le mets sous bureau d'abord. OK. Sous bureau. Donc là, si je vais sur mon bureau, il y a le logo ici. Logo 21, je vais le renommer. Je vais l'appeler logo BIP. OK. Logo BIP. Donc là, c'est un fichier JPEG. Donc, je le prends, je le coupe. Je coupe le logo. Coupé. Je vais le mettre dans C. C1. W. Donc, vous vous rappelez, c'est ici que j'ai installé PMB. PMB. OK. Image. PMB opaque image 6. PMB opaque image 6. Donc, ce chemin-là, il est important. PMB opaque image 6. C'est ici qu'il faut mettre le logo qu'on veut utiliser. Coller. Donc, il est là, logo BIP. Je vais rappeler le logo BIP. Donc, je le colle là, en laissant tous ces logos. Et je vais dans mon logo small ici. Donc, ici, je change juste le nom. Je garde image site. Je mets le logo BIP.jpeg. Comme ça. Et je fais enregistrer. Donc, qu'est-ce que PMB va faire? PMB va aller prendre l'image et le mettre ici, à la place du livre. Ouais. Ça change automatiquement. Et votre est là.
Donc, le logo de centre de ressources X, Y, Z s'affiche comme ça. C'est un peu comme ça qu'on personnalise. Il arrive également que des gens prennent une image sur le net quelque part à partir du site directement. Ça se fait. Ça se fait. Comme par exemple ce logo-là. Je peux faire ça, bouton droit. Je copie le lien de l'image. Copier le lien de l'image. Ici. Et je colle le tout. Comme ça. Dans PMB. Si je fais enregistrer. Si je fais enregistrer et que j'actualise, le logo va changer également. Si j'actualise, vous voyez, l'autre est revenu. Ça se fait. Mais c'est déconseillé. Pourquoi c'est déconseillé? Parce que demain, ce lien-ci peut changer dans le site web. Vous savez que les sites évoluent rapidement. Une adresse valide aujourd'hui peut ne pas être valable demain. C'est pour ça que quand vous faites vos recherches sur bibliographie, les ressources électroniques, on vous dit de mettre la date de consultation. Parce que demain, la date peut changer. Tu peux cliquer sur le lien, il va faire page non accessible. Donc, la méthode la plus sûre, c'est de prendre l'image, de le mettre dans CWAMP, www, PMB, image, opaque site. Opaque image site. Comme on avait fait. Image, site, comme ça. Site et de mettre le nom de logo. JPEG. Comme ça, c'est sûr que ça ne va pas sauter parce que vous avez votre image. Voilà, il est revenu. Ça ne va pas sauter parce que vous avez votre image ici. Vous l'avez mis ici. Ça ne va jamais sauter. C'est une bonne question pour la personnalisation? Des questions, s'il y en a, vous pouvez lever la main. S'il n'y en a pas, on avance un peu. Voilà. Je pense que vous pouvez avancer, M. Dia. Donc, on va voir comment ajouter une notice. Parce que le but d'installer PMB, c'est de pouvoir mettre les documents à l'intérieur. OK? Donc, vous avez installé, vous avez personnalisé, voilà, avec le nom, le logo et tout. La prochaine étape, c'est de mettre des notices maintenant à l'intérieur. Donc, pour ça, c'est ce menu-là qui vous intéresse, catalogue. Donc, pour mettre des notices, c'est catalogue, nouvelle notice, ici, à gauche. OK? Fatouma parlait tout à l'heure de ISBN. Il est là. Donc, comme il est facultatif, je vais mettre suivant pour après pouvoir le mettre. OK? Donc là, par défaut, texte imprimé. Ici, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez mettre comme document. Donc, PMB est assez flexible quand même. Il prend des manuscrits, il prend des documents vidéo, sonores, électroniques, etc. Donc là, on laisse texte imprimé pour tout ce qui est livre et autres. Titre, on met. Donc ici, la règle, c'est quoi? Quand c'est blanc, quand le tableau il est blanc comme ça, la case, on saisit directement. Quand c'est orange, comme ici, partie 2, on ajoute d'abord des éléments pour ensuite les sélectionner. OK? Titre, par exemple, je vais mettre une si longue lettre, par exemple, de Maria Amaba. Je fais une si longue lettre. Je saisis une si longue lettre parce que c'est blanc. Quand c'est orange, on saisit, on ajoute. Là, je ne vais pas saisir ici Maria Amaba. Ça ne va même pas passer. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de cliquer sur les 3 points ici, à droite, pour aller ajouter l'auteur. Donc, dès que je clique, j'ai un petit tableau qui s'ouvre qui me dit d'ajouter un auteur. Donc là, j'ajoute personne physique ou personne morale, ou congrès, vous voyez. Donc là, si c'est une institution qui est comme auteur, par exemple, je choisis collectivité. Si c'est un livre de l'OMS, de l'UNESCO, voilà, de l'ONU, je choisis collectivité. Mais si c'est une personne physique, je laisse personne physique, comme ça, j'ai nom, prénom. Donc là, je mets bas ici. OK? Prénom, Mariama. Mariama. OK? Et je fais enregistrer. Donc là, je sélectionne. Ouais. Donc, auteur, on ne saisit pas directement, on ajoute d'abord. Pourquoi? Parce que Mariama peut écrire plusieurs livres. Donc, on ne peut pas revenir tout le temps et taper Mariama. Surtout avec des fois les marges d'erreur qu'ils peuvent y avoir. Par exemple, moi, je peux écrire Mariama BA tout en majuscule. Un autre collègue de la même bibliothèque va écrire Ba Mariama tout en minuscule, etc. Donc, ces œuvres seront dispersées
ça diminue un peu la pertinence lors de la recherche dans l'OPAC ici. Vous voyez. Et puis, ça ne fait pas les liens comme il faut. Donc, mieux vaut ajouter et ensuite sélectionner. Donc, éditeur, c'est pareil, parce que l'éditeur aussi peut revenir plusieurs fois. OK, donc on clique sur les 3 points pour ajouter un éditeur d'abord et ensuite le sélectionner. OK, donc année, c'est blanc. Donc, année, on saisit. On peut saisir. Je vais dire 86 par exemple. OK. ISBN, on peut venir le mettre là si on veut. S'il n'y en a pas, on ne met pas. Si c'est facultatif aussi, ce n'est pas obligatoire, de toute façon, on peut ne pas mettre. Collation, c'est là où on met souvent le nombre de pages. Donc, souvent, on écrit le chiffre, on fait espace, P minuscule point. Là, c'est pour un peu respecter la norme. Pour revenir sur la norme, maintenant, le nom de famille, c'est B majuscule, A minuscule. Hein? OK. Prénom, première lettre majuscule. Le titre aussi, c'est la première lettre en majuscule, tout le reste, c'est en minuscule. Donc, ça, les bibliothécaires le savent mieux que moi maintenant. Il y a des bibliothécaires dans la réunion en ligne actuellement. Ils peuvent après contribuer s'ils veulent. Donc, format, il y en a qui mettent le nombre de centimètres, etc. Autre caractéristique, si c'est illustré ou pas, ça également, vous le savez mieux que moi. Matériel d'accompagnement, est-ce qu'il y a un CD, est-ce qu'il y a telle chose? Donc là, c'est ici qu'on le met. OK? Indexation, c'est ici qu'on choisit l'index. Si j'avais choisi Dewey lors de l'installation, c'est ici que j'allais mettre l'index. Les mots-clés, c'est ici qu'on les met, séparés par des points-virgules. OK? Langue de publication, c'est important. Ça peut être des ouvrages qui sont en anglais, langue originale, qui sont traduits. OK? Et dès que je finis, je fais enregistrer. OK? Donc là, vous allez voir, il n'y a que le titre et l'auteur qui sont remplis, hein, parce que je n'ai pas rempli tous les autres champs. L'année, la date aussi. Donc là, j'ai une notice qui est créée, qui est là. Donc là, si je tape ici, si je recherche ici Mariama Ba, normalement, ça va s'afficher. Mariama Ba, ouais. La notice est là. Elle est claire, elle s'affiche. OK? Mais comme je disais, vous avez la main, vous pouvez tout en revenir, modifier. Vous voyez, rajouter des choses, enlever des choses et enregistrer à nouveau. Ici. OK? Ou bien vous pouvez tout simplement supprimer à partir d'ici si vous voulez. Donc, vous avez carrément la main sur votre outil. OK? N'ayez pas peur, il faut lire, il faut appliquer, c'est tout. Donc là, si je finis là, que je m'arrête là, c'est vrai que la notice elle est présente dans la base. Si je fais une recherche, elle va s'afficher. Mais je ne peux pas faire de pré-retour. Pourquoi? Parce que je n'ai pas créé d'exemplaire. Donc, après avoir mis une notice, il faut créer un exemplaire. OK? Donc, pour ça, je mets d'abord ici un numéro d'exemplaire. Maintenant, pour le numéro d'exemplaire, ça dépend des classements des systèmes de vos maisons, de vos structures. Les gens ont des numéros d'exemplaires avec des codes barres générés. OK? Il y en a qui mettent d'autres codes comme genre de lettres avant le numéro exemple. Donc, moi, je vais 001 tout simplement. Et je fais ajouter un exemplaire. OK? Donc là, la cote, il me propose bas M, donc bas Mariama. Les 3 premières lettres du nom de l'auteur, plus la cote. Donc, je peux mettre L, je ne sais pas moi, ou bien roman 1, BAM, ce genre de choses. Donc ça dépend de vous. Le système de cotation que vous avez mis en place dans votre bibliothèque. Donc, localisation principale, bibliothèque principale, bibliobus, ça également, c'est totalement modifiable. Je vais vous montrer tout à l'heure comment les changer, comment ajouter d'autres, enlever, supprimer et autres. OK. Le support, c'est quoi? C'est un livre. On peut aussi personnaliser, changer ici comme on veut. On peut mettre roman, on peut mettre tous les supports que vous avez. Hein. On peut mettre magazine, on peut enlever CD-ROM, mettre autre chose. Donc, vous avez la main totalement dessus. Section. Ici, vous pouvez personnaliser comme vous voulez, selon l'organisation de votre bibliothèque. Vous pouvez supprimer tout ça là, mettre de nouveau. Section lettres, section droit, section médecine, ce genre de choses. Vous pouvez mettre comme vous voulez. OK. Code statistique, est-ce que c'est adulte, est-ce que c'est jeune? Ça aussi, vous pouvez changer, mettre ce que vous voulez. Ça va vous permettre après, demain, quand vous allez faire vos statistiques, de savoir combien de livres il y a à tel ou tel code statistique. OK, pour peut-être programmer vos futurs achats. Statut. Bon état, détérioré, non prêtable, tout ce que vous voulez, c'est à vous de configurer ici aussi comme vous voulez.
Donc, vous avez la main dessus. Je vais vous montrer un peu comment changer ça après. Et prix. Il y en a qui mettent, il y en a qui ne mettent pas. Vous pouvez mettre. Ça peut permettre, au moins, si le livre est perdu ou bien quelqu'un l'a emprunté et ne l'a pas ramené, que oui, ah, vous devez me payer, je l'avais acheté à tel euro, à tel franc CFA. Rendez-moi maintenant mon livre pour que la personne puisse payer. OK? Et dès que vous faites enregistrer. Donc là, qu'est-ce qu'on va remarquer? Regardez, ici, il n'y avait pas d'exemplaire. Vous voyez, il n'y a rien ici. Donc là, si j'actualise et que je recherche ici et que ça s'affiche, regardez, il va mettre l'exemplaire. Le code barre va s'afficher ici. La code va s'afficher, le support, localisation, section, disponible. On me dit que c'est disponible parce que ici, j'avais mis le document en bon état. On peut le prêter. Donc, il met disponible. Donc, à partir d'ici, l'usager qui se connecte ici peut réserver pour pouvoir venir. On va y revenir tout à l'heure. Donc là, j'ai fait mon exemplarisation. J'ai mis mon dossier, j'ai fait mon exemplarisation. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux ajouter un document numérique. Si par exemple, j'ai une version PDF de une si longue lettre Mariama Ba, je peux le rajouter à cette notice. Au lieu que les gens se déplacent pour venir prendre le livre physique, ils peuvent à partir de chez eux consulter et lire le PDF, le télécharger à partir de chez eux. Mais attention dans ce cas aux droits d'auteur et autres. Ce que dit la loi avant de le faire. Parce que ce n'est pas tous les livres qu'il faut mettre également en ligne, disponibles gratuitement pour tout le monde. On peut être attaqué par l'éditeur. OK? Donc là, qu'est-ce que je fais pour ça? Je vais juste ajouter un document numérique. OK? Je vais à Fichier du document, ici. Et je vais choisir le PDF. Si vous allez à téléchargement, ici par exemple, supposons que c'est ça, une synonyme de Mariama Ba. Je fais ouvrir. Je mets là le nom. Je peux remettre ici une si longue lettre. Si longue lettre. OK. Et je fais enregistrer. Qu'est-ce qu'il fait? PMB va prendre le PDF, il va le rajouter à la notice. Vous voyez, il est là. Donc là, si je reviens ici et que j'actualise, vous allez voir que il y a une image ici. Ça veut dire qu'il y a un document numérique qui est rattaché. Donc là, il est dans le PDF. Donc là, si j'ouvre, automatiquement, le livre va s'ouvrir. Vous voyez. Donc là, si c'était une seconde lettre, j'allais le lire tranquillement. OK? Donc, on peut aussi ajouter toutes sortes de documents numériques. Ça peut être sous forme d'images, de PDF, de Word, de vidéos, de documents sonores uniquement. Donc, pour les archivistes qui souhaitent utiliser PMB aussi, je pense qu'ils peuvent. Vu qu'ils peuvent prendre des archives sonores, des archives audiovisuels, ce genre de choses. Maintenant, il faut aussi changer certains paramètres et rajouter d'autres champs, comme par exemple l'analyse, les dates extrêmes, ce genre de choses. On peut également personnaliser et ajouter des champs ici, dans la fiche catalographique. Donc, si vous remarquez, si je fais catalogue nouvelle notice ici, normalement, il y a un champ personnalisable quelque part. Champ personnalisable. Bon, ça, c'est parce que je n'ai pas rajouté de nouveaux champs. Sinon, ça va afficher ici champ personnalisable. Et vous allez voir les nouveaux champs qu'on a rajoutés. On peut ajouter de nouveaux champs. OK? Donc, je vais vous montrer un peu comment changer les sections et autres. Donc, pour ça, c'est administration. Il faut aller dans administration. OK? Exemplaire, par exemple. Si vous avez un administration exemplaire, ici, vous pouvez changer les supports à partir d'ici. Administration, exemplaire, support. Si je viens à support, vous voyez, carte et plan, cassette vidéo, périodique livre, je peux changer ici. Ajouter d'autres supports, supprimer. OK? Localisation, il n'y avait que bibliothèque principale, je peux ajouter d'autres localisations. Je peux mettre réserve, magasin. Les autres bibliothèques secondaires, on peut les mettre. OK? Section, c'est ici. J'avais dit que vous pouvez supprimer, changer, faire ce que vous voulez, vous voyez. Donc, vous avez carrément la main dessus. Les statuts, c'est ici. Constable sur place, détérioré, etc. Donc, l'idée, c'est de vous montrer un peu ici comment est-ce qu'on peut personnaliser
la gestion de sa bibliothèque. OK? Les notices également, on peut les changer à partir d'ici. Origine, statut. Donc, les nouveaux champs personnalisables, c'est ici. Administration, notice, personnalisable, nouveau champ. Pour ceux qui veulent personnaliser carrément. Donc, si vous faites nouveau champ, vous pouvez ajouter des champs. À partir d'ici, le nom du champ, le titre à l'affichage, est-ce qu'il sera visible dans l'OPAC ou pas? Vous décidez de tout ça et vous enregistrez. OK? Pour les autorités, c'est ici. OK? Donc, maintenant, après avoir mis des documents, comment est-ce qu'on va mettre des utilisateurs? Ça aussi, c'est important. Pour ça, c'est aller sur circulation. OK? Avant, c'était catalogue nouvelle notice. Maintenant, c'est circulation, nouveau lecteur. Donc, à partir d'ici, vous allez créer un utilisateur. Avant, vous pouviez faire l'ISBN, c'était facultatif. Mais ici, le code barre pour le lecteur, ce n'est pas facultatif. Il faut obligatoirement avoir un code barre pour l'utilisateur qu'on va ajouter. Donc, souvent, également, les pratiques aussi divergent et sont différentes entre plusieurs bibliothèques. OK? Il y en a, ils mettent la date de naissance de la personne carrément avec son nom, prénom. Ou bien son année de naissance, puis son nom de famille, ce genre de choses. Parce que le code, rappelons une fois, il est unique. Il suit l'utilisateur dès son entrée dans la bibliothèque jusqu'à la fin. OK? Donc, c'est unique. Il y en a aussi qui génèrent des codes barres automatiquement. Unique avec beaucoup de chiffres et de lettres. Dès qu'on met son code barre, c'est l'utilisateur qui s'affiche. OK? Donc là, on va mettre peut-être un utilisateur qui est né peut-être le 9 décembre 1985, par exemple, et qui s'appelle Omar Ndiaye. Je peux mettre, par exemple, ça comme code d'utilisateur. Si c'est les universités, le problème est réglé. Eux, souvent, ils mettent juste le numéro de la carte d'étudiant, parce qu'il est unique. OK? Pour les employés, ils mettent le code du matricule, par exemple, le numéro du matricule. Là aussi, il est unique. Maintenant, c'est pour les bibliothèques publiques que ça varie, en fait. OK? Donc, je fais suivant. Donc, je vais donner un code. Donc là, il y a le tableau qui s'affiche où je dois mettre son nom. J'avais dit Ndiaye. Donc, Ndiaye aussi, c'est à vous de voir par rapport au saisie. Mais mieux vaut mettre premier nom majuscule tout en minuscule pour que la base soit uniforme. OK? Il y a Omar, par exemple. Donc, l'adresse, il faut mettre l'adresse parce que si il y a Omar va avec votre livre, vous pouvez savoir où il habite. La ville, vous mettez une ville. Ça peut être Dakar, ça peut être ce que vous voulez. Adresse, ça peut être quelque part aussi. Ça peut être Dieuppeul, je ne sais pas moi. Dakar, OK. Pays Sénégal. Téléphone, vous mettez son téléphone. Donc là, si vous cochez SMS actif, si vous avez PMB en ligne et que l'hébergeur peut vous trouver un abonnement avec Orange, Tigo, etc., PMB vous pouvez envoyer des SMS de rappel à vos utilisateurs. Par exemple, s'ils font un prêt et que l'échéance arrive bientôt à terme, automatiquement, PMB leur envoie un rappel. Monsieur Ndiaye, vous avez pris tel ouvrage, vous devez le rendre après-demain. Sinon, il y a telle ou telle amende qui va suivre. OK? Et par SMS et par mail. Donc, il est important. Mais le numéro de téléphone, il est important parce que s'il part aussi, vous pouvez l'appeler. Vous lui dire, vous avez notre livre, ramenez-le tel. Vous voyez. Email Ndiaye peut-être, @gmail.com. Donc, ici, vous remarquez que tout est blanc. Donc, on va saisir. Vous saisissez tout ce que vous voulez. Année de naissance, il faut le faire parce que c'est important pour les statistiques des fois. OK? Sexe aussi, c'est important, masculin, féminin. Est-ce qu'on a plus d'utilisateurs masculins que féminins, de tel âge à tel âge, ce genre de statistiques que PMB peut vous aider à générer. C'est important aussi. Profession aussi, c'est bon, il faut le mettre. S'il est étudiant, s'il est élève, s'il travaille, qu'est-ce qu'il fait, s'il est instituteur, etc., etc. C'est important aussi. Ça peut vous permettre de voir un peu la cartographie de vos différents utilisateurs. OK? S'il est adulte, s'il est employé, s'il est employé, ça aussi, tout ça, ça peut faire des croisements qui sont intéressants après. Donc ici, c'est bien de lui donner un identifiant opaque et un mot de passe opaque. Pourquoi? Parce que demain, si vous mettez en ligne des documents, comme on a fait pour Mariam Abba avec le fichier PDF, vous pouvez verrouiller ça. Dire que, parce que quand vous mettez en ligne,
tout le monde peut venir. Actuellement, si c'était en ligne, tout le monde peut voir ce document PDF-là. Maintenant, je peux vérifier ça. C'est-à-dire que pour voir ce document en ligne, il faut que vous soyez abonné à ma bibliothèque, que je vous ai donné un login et un mot de passe. Donc, vous, dès que vous venez, que vous vous connectez ici, avec ce login-là et le mot de passe, vous pouvez voir les documents numériques. Si vous n'êtes pas connecté, vous ne pourrez jamais le lire. Vous voyez. Donc, mot de passe, identifiant opaque, mot de passe opaque, c'est important. Vous pouvez donner à tous vos utilisateurs. Pour demain, vous pouvez après catégoriser vos documents en ligne. Ça arrive souvent dans les universités, dans les écoles de formation, qui sont très jaloux de leurs documents. Ils disent, bon, nous, nos étudiants, il y a eux qui peuvent voir les thèses et mémoires en ligne, par exemple. Donc, moi, je peux aller dans le opaque, je peux voir la notice. Il y a tel ou tel document écrit par telle ou telle personne en telle année qui est là. Mais quand je clique sur le PDF pour lire, on me dit non. Automatiquement, on me dit login mot de passe. Donc, si je ne l'ai pas, je suis obligé de contacter le bibliothécaire. Lui dit, ah, j'ai vu tel ou tel document qui est intéressant. Est-ce que je peux avoir accès? Il peut vous octroyer l'accès, ça dépend. Si ce n'est pas un document trop truc, il peut vous donner l'accès, vous le téléchargez, ensuite il le referme. OK? Mais pour ces étudiants qui ont déjà des comptes, c'est automatique. Donc, ça, c'est à partir d'ici qu'il faut les configurer. Il faut d'abord leur donner un login, un mot de passe et ensuite faire enregistrer. OK? Et s'ils ont un login, un mot de passe, eux aussi, ils peuvent venir se connecter ici, le changer, faire des réservations, pouvoir accéder. OK? Pour Nia, par exemple, on va aller créer un login, un mot de passe. Donc là, j'ai enregistré Oumania, il est là, sa notice est là. À partir d'ici, je peux lui ajouter des prêts, retour. Donc, c'est ici que la circulation se gère dans PMB. Donc, vous avez également la main dessus. Je vais modifier, lui donner un login, un mot de passe. Je vais mettre Onyai comme login, Onyai comme mot de passe. J'enregistre. OK? Donc, Onyai arrive, il se connecte. Là, je fais Onyai. OK. Là, je fais aussi Onyai. Je fais connecter. Donc là, vous voyez, je vais connecter. On me dit Onyai, voici votre compte, voici mes prêts, mes réservations, mes alertes. Je peux créer des alertes. Donc, il y a même un système de veille qui est intégré à PMB. Vous voyez, je peux créer une alerte ici, mettre des mots-clés précis. À chaque fois que le bibliothécaire ajoute un document, avec ces mots-clés-là, je reçois une alerte. Je reçois automatiquement un mail. Pour les mails, c'est gratuit. C'est pour les SMS que c'est payant, mais pour les mails, c'est gratuit. Automatiquement, le serveur m'envoie un mail. Vous me dites, ah, il y a tel document qui a été ajouté sur le SIDA, ça t'intéresse. Vu que j'ai fait des recherches sur le SIDA, automatiquement, je peux me connecter à les télécharger. Donc, à partir d'ici, je peux gérer mes prêts, mes réservations, savoir les prêts que j'ai faits, c'est ce que je dois rendre, demain ou après-demain, etc. Vous voyez que c'est complet. Question, modérateur? Oui, monsieur Dia, merci. Je pense que vous avez assez d'éléments pour des questions maintenant. Mais bien sûr, je pense que oui. L'explication a été trop large, donc je pense que des questions, il n'y en manquera pas. Levez la main, s'il vous plaît. Il y a des questions? Des questions, s'il vous plaît. Ajout notice, utilisateur, exploitation. Je ne vois pas de main. Je pense que peut-être, moi, j'espère que vous n'êtes pas en train de dormir. Vous avez pris un bon petit déjeuner. Ou bien peut-être ils ont pris beaucoup de plaisir à suivre vos explications. Il n'y a pas Makura qui a levé sa main. Je veux de nouvelles personnes, ceux qui n'ont pas encore parlé là. Ah, mais pas toujours les mêmes quand même, Bon, Makura, vous avez la parole. Allez-y. Bon, vous pouvez revenir au niveau de catalogue. C'est pas ici. Répétez la question, s'il vous plaît. Revoyez votre micro. Vous pouvez revenir d'abord. Revoyez votre micro, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Catalogue, oui. Allez-y. Est-ce que vous pouvez commencer la question? C'est bon, allez-y. Revenez sur la notice ajoutée. Oui, je pense que c'est ça. Oui, nouvelle notice pour création de... Ah, OK. Catalogue nouvelle notice. C'est ça. Allez-y, monsieur Dia.
Oui, après, si, voilà, nouvelle notice, vous mettez un numéro. Quand vous mettez un numéro, après, vous allez directement pour mettre les informations du livre. Après avoir enregistré, on vous demande de mettre un numéro d'exemplaire. Oui. Maintenant, à ce niveau aussi, il y a des paramètres à remplir, c'est-à-dire localisation, statut, voilà, et tout ça. Maintenant, est-ce que si on a un deuxième exemplaire du même livre, est-ce qu'on peut mettre directement l'autre numéro, ajouter encore un autre exemplaire? Oui. C'est ce qu'il faut faire, en fait. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Parce que pourquoi? En fait, oui. Parce que pour que chaque livre, si vous avez, par exemple, 5 Insuno de Mariamaba, et que vous venez ici, vous mettez ici 5. Oui, ici, par exemple, si vous mettez le nombre de pièces 5, OK, ils auront, tous les 5 auront le même numéro d'exemplaire, 0001. Tu comprends? Ah bon? Oui. Donc, du coup, si un se perd, oui, je ne savais pas. Si un se perd, on peut ne pas savoir qu'est-ce qu'il a perdu. Donc, nous, ce qu'on conseille d'habitude, c'est de revenir ici, faire 0002, un autre exemplaire. OK? Et enregistrer. Comme ça, on a la même notice, mais on a des exemplaires différents. Comme ça, si toi, tu empruntes cet exemplaire-là, on sait que tu as pris le 001. Si l'autre a pris l'autre, on sait qu'il a pris le 002. Tu comprends? Si on se perd, on sait que c'est pour le document de Fatouma qui est perdu. OK. Tu comprends? Ça permet une plus grande traçabilité. D'accord. Et transparence. D'accord. Donc, forcément, quand on a les autres numéros d'exemplaires, on met aussi le nombre d'exemplaires à droite. À droite, oui. Là, ici, non, c'est ce qu'il dit, il faut mettre un nouveau exemplaire, il faut créer un autre exemplaire, c'est mieux. Parce que je peux mettre 2 ici, hein, regarde, si je mets... Un autre exemple. Oui. Si je mets 3, vous voyez que ça, il n'y a pas d'autres exemplaires. Donc, si je rentre ici, il va me dire que 001, il y en a 3. Il y a 3 livres qui ont l'exemplaire 0001. Si on se perd entre les trucs, je ne saurais pas. Tu comprends? Donc, mieux vaut faire ici, ajouter un autre exemplaire. Là, tu mets 000, tu donnes un nouveau numéro, et puis tu fais ajouter un exemplaire. C'est mieux. Ici, tu laisses 1. Donc, chaque exemplaire est enregistré une fois. Chaque exemplaire est enregistré. Ça permet de suivre les exemplaires, en fait, pour une transparence. Si l'on se perd, on sait qu'il a perdu. Et au niveau de localisation, section et tout ça, si on ne remplit pas, c'est pas à l'utilisateur de bénéficier de ça, mais au propriétaire, au responsable du centre ou de la bibliothèque. Si, pourtant, c'est fait pour tout, en fait. C'est fait pour le tout. L'utilisateur peut bien voir. Ça lui permet, des fois, il y a des bibliothèques où la recherche est autonome. Donc, lui, dès qu'il voit ce document-là, il sait que c'est dans telle section, c'est dans telle localisation. Il peut venir, ça vous facilite la tâche, en fait. Il peut venir aller se servir directement. Et venir à la banque de prêt dire, c'est celui-là que je veux. Oui, donc ça, c'est important que l'utilisateur voit ça. Et puis, vous, quand vous renseignez, quand il voit que c'est exclu du prêt, donc c'est même pas la peine qu'il vienne. Il sait qu'il ne pourra pas partir avec, mais il peut consulter sur place. D'accord. Quand c'est disponible, il peut savoir que c'est voilà, si je vais, je peux l'emprunter. Donc, c'est à vous de bien paramétrer ici, de remplir avec les éléments qu'il faut pour que lui, avant qu'il ne vienne, il sache déjà. Parce qu'il y a des ouvrages rares, il y a des ouvrages qui ne sortent jamais de la bibliothèque. Donc, lui, avant qu'il ne vienne, il fait sa recherche, il sait ce qu'il veut. Et s'il vient, ça vous fait tous gagner du temps. C'est ça l'idée, en fait. Parce que l'informatisation de bibliothèque, c'est pour nous faciliter la vie, pour nous rendre plus efficaces dans notre travail. OK. Merci beaucoup. D'accord. D'abord, on va souhaiter la bienvenue à Simon. Vous allez vous familiariser, ça c'est sûr, avec les explications de M. Dia. En tout cas, on l'espère. Bon, M. Dia, je pense qu'on a une question sur la conversation. Il dit « Bonjour, chers collègues. J'ai un problème avec Easy PHP. Je n'arrive plus à l'ouvrir sur ma machine. Je ne peux plus l'utiliser, mon logiciel PMB. Qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est ça, en fait, ce que je disais tout à l'heure avec Alu au début.
Par rapport au versionning des serveurs, je l'ai souligné, peut-être qu'il a pris le train en marche. J'ai dit que les serveurs, chacun a sa préférence, chacun a ses habitudes d'utilisation. Mais nous, on conseille WAMP pour quand même sa stabilité. Donc, EasyPHP évolue très rapidement. C'est l'un des serveurs qui change tout le temps de version. Donc, si change de version et que votre PMB ne suit pas, il peut y avoir des dérèglements. D'où ce problème-là. Donc, moi, je lui conseille d'essayer de l'ouvrir. S'il arrive à ouvrir déjà, il peut exporter ses données et créer carrément, insérer un autre PMB sous WAMP, par exemple, et puis réimporter les données à l'intérieur. Sinon, il sera obligé de tout commencer à zéro. J'ai fait des constances dans des structures qui ont carrément repris à zéro, hein, parce qu'ils n'ont pas trop suivi. Et puis, désormais, avec votre informaticien, voir quand le dossier change, comment est-ce qu'il faut changer? Il faut changer rapidement. Ça aussi, également, on en a parlé avec le président Kanye. D'accord. Je rappelle aussi que vous aurez toujours, après la fin de cette séance, l'opportunité d'aller à YouTube pour tout écouter. Il y a une autre question, je pense, Madame Kane, il dit bonjour. C'était pour demander comment faire. C'était pour demander comment faire la sauvegarde de PMB. Il y a du bruit à mon niveau, c'est pourquoi je n'ai pas pris la parole. Merci. OK. Bonjour. Okay. Bonjour. C'est Sar Amadou. Est-ce que je peux proposer une autre solution par rapport à sa difficulté d'ouvrir PHP, EasyPHP? Bien sûr, on est là pour ça. C'est un partage d'expérience. Bien. Alors, une autre solution, c'est de taper dans sa barre de recherche tout en bas de son ordinateur, service. Ici. Et service, voilà. Il pourra défiler il y aura une liste, il pourra défiler et jusqu'à voir, voilà, service, cliquez-y. Ah, OK. Donc, normalement, ça doit voilà. Maintenant, si vous défilez en bas, vous allez voir MySQL. MySQL, descendez. SQL. Je ne vois pas SQL. Bon, s'il avait affiché MySQL, il doit faire clic droit pour voir s'il n'y a pas deux ports qui sont ouverts. Parce que quand deux ports sont ouverts, c'est ça, c'est un bug aussi. Voilà. Mais EasyPHP ne va pas s'ouvrir. Donc, il faudra arrêter l'autre port pour continuer avec EasyPHP. Ça va être celui-là. Ça va être Voilà. MySQL. Voilà. Donc, normalement, si vous faites clic droit, vous voyez, cliquez sur arrêter. En haut. Arrêter. OK. Là, il a fermé normalement. Ouais, normalement, il a fermé. Voilà. Maintenant, il faut cliquer et faire rafraîchir. Pour rafraîchir, clic droite. OK. Et qu'est-ce que ça règle? Le problème de quoi? Non, c'est l'autre qui disait qu'il ne pouvait pas ouvrir avec PMB. OK. C'est pour répondre à la question. D'accord. Donc, essayez ça, monsieur. Voilà. Donc, essayez ça. Vous avez vu la procédure. Essayez ça pour voir. Voilà. Merci beaucoup. C'est toujours la bienvenue pour les contributions. Okay. Ça facilite la compréhension. Et ça, c'est dû. Et ça, c'est dû avec les mises à jour, les mises à jour constantes de EasyPHP. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, si lui, il ne suit pas les mises à jour, il faudra forcément toujours passer par la procédure que j'ai dit tout à l'heure pour résoudre son problème. OK. Merci beaucoup. Moi, j'ai vérifié les ports, mais je ne suis jamais passé par là, pour dire vrai. C'est un plus que je viens d'apprendre tout à l'heure. Merci, ça. Merci. Monsieur Dia, vous pouvez répondre à la question concernant la sauvegarde. Oui, sur la sauvegarde. Oui. Sur la sauvegarde, il y a plusieurs façons. OK. Donc, l'une des premières,
qui peut être confié à l'informaticien maison ou bien au service informatique. C'est les sauvegardes automatiques à partir d'ici. Administration, outils. Outils. Ou encore, mise à jour. Ou bien? Non, maintenance MySQL, je pense. Non, sauvegarde, c'est ici. Ouais. Sauvegarde. Administration. Sauvegarde. Voilà. Lancement de sauvegarde. OK? Donc, à partir d'ici, ça peut être configuré de manière automatique. OK? Donc là, il va tout lancer et ça va être sauvegardé dans une partie du serveur où le PMB est installé, soit en intranet, soit en ligne sur le web. OK? Vous, en tant que bibliothécaire également, vous pouvez de temps en temps, une fois par mois, par exemple, après avoir saisi pas mal de notices, venir sur administration, outils, plutôt conversion export de la base. Ça vous permet de quoi? D'exporter toute la base sur un seul fichier. Donc, c'est ce fichier-là que vous allez conserver. Chaque mois, chaque 2 mois, vous pouvez exporter votre base. Vous l'avez quelque part. OK? S'il y a des problèmes demain, vous pouvez réinstaller PMB ailleurs, faire administration, import et réimporter toutes ces données-là. Vous voyez? Donc là, il faut peut-être veiller à voir le format sous lequel vous l'exportez. Parce que si vous l'exportez sous le format Unimac PMB XML, demain, quand vous allez faire administration, import, ici, vous allez choisir Bretagne, par exemple. OK? Pour une plus facile lisibilité. Donc, si je fais export de la base, ici, je fais Unimac Bretagne. Et là, je fais lancement. Donc là, il m'exporte toute la base. Il a fini de traiter. Il me dit terminer l'étape de conversion. Je clique dessus. Dès que je clique dessus, il me génère un fichier. Vous voyez, le fichier est là. Export 18, 61, 51, point uni. Le type de fichier, c'est point uni. Donc, c'est ce fichier-là qu'il faut garder. Ce fichier-là rassemble toutes les notices qui ont été enregistrées dans la base. Que ce soit 5000 notices, que ce soit 10 000 notices. Donc, plus le volume de la base est grand, plus le temps de traitement là va être un peu long et plus le fichier là va être lourd. OK? Donc, ce fichier-là, vous le gardez vous en tant que bibliothécaire parce que vous êtes prudent et autres. Demain, si votre PMB a des problèmes, vous pouvez tout le temps réinstaller et puis refaire import. Vous venez dans import, administration, import, notice Unimac. OK? Donc là, vous choisissez Bretagne. Faites téléchargement. Donc là, vous voyez, vous sélectionnez le fichier. Dès que vous faites suivant, il va remettre toutes les notices dans la base. Donc, c'est un peu comme ça que l'importation et l'exportation se passent pour la sauvegarde. Donc, il y en a qui utilisent uniquement ça pour sauvegarder. Hein. À chaque fois, ils exportent, ils gardent, ils exportent, ils gardent, ils exportent, ils gardent. À chaque fois qu'ils enregistrent sans notice, ils exportent. Sans notice, ils exportent. Donc, ils ont des fichiers qu'ils sauvegardent tranquillement quelque part. D'accord. Aliou, je pense que vous pouvez activer votre micro. Aliou, vous pouvez activer votre micro. Si Aliou n'arrive pas à s'entendre, on va... Monsieur Dia, vous pouvez... Il demande... Oui, bonjour. Allez-y, Aliou. Voilà, merci Dia. Bon, la question que j'ai voulu poser était juste relative à ce que tu viens de faire. C'était par rapport à la migration des données. Bon, et j'aimerais savoir si est-ce que la procédure que vous venez de faire concerne uniquement les notices ou bien c'est toute la base en fait, les notices et les lecteurs. Par exemple, pour mon cas, j'aimerais tout simplement importer les lecteurs. Je n'ai pas besoin de notices. Maintenant, j'aimerais savoir comment faire pour importer uniquement les lecteurs, sans compter les notices. C'est ça, excellente question. Pour les lecteurs, pour dire vrai, je n'ai jamais tenté, mais normalement, ici, il y a un module import. Donc, on peut choisir un fichier. Je pense que c'est soit CSV ou bien ce genre de choses. Parce que souvent, les lecteurs, les contacts, etc., c'est à peu près les mêmes types de formats. Donc, normalement, à partir de l'administration, lecteur import, on peut importer.
Maintenant, pour exporter les lecteurs, ça, c'est autre chose. Ça, également, j'ai jamais fait, j'ai jamais eu à le faire. Parce que là, quand tu vas à export de la base PMB, par exemple, ici, il n'y a pas de lecteur. Donc, à part, c'est uniquement les notices de la bibliothèque pour export. Maintenant, pour les lecteurs, il y a deux solutions. Par exemple, si je vais dans mon PHPMyAdmin, par exemple, OK, dans Bibli, dans ma base de données, ici, tout ce qui est enregistré dans PMB, donc cette partie-ci, vous n'êtes pas trop à l'aise informatiquement, je vous déconseille de venir trop souvent ici. Donc, à partir d'ici, vous pouvez exporter la base de données des lecteurs et ouvrir une autre base de données là-bas de l'autre côté, sur la machine à laquelle vous voulez les importer, et les importer également. C'est fort possible à partir d'ici, mais il faut certaines notions en fait. Donc là, si je viens, tout est là, hein, les auteurs, la liste des ouvrages. Normalement, tout ce que j'enregistre de l'autre côté dans PMB, ça se traduit de manière informatique ici dans la base de données Bibli. OK? Donc là, je peux rechercher le lecteur, par exemple. Là, je ne vois pas. Attends. Lecteur, il faut chercher. Notice. Ils sont où? C'est qui? Bon, là, il y a les auteurs. OK, Mariam Abba. Donc là, normalement, il y a tous les auteurs qui sont là. Il faut que je trouve le lecteur. Mais à partir de la base de données derrière, on peut carrément prendre exporter. Parce que normalement, quand vous venez ici, vous voyez, il y a exporter. Donc, on peut exporter toute la base, aller l'importer de l'autre côté derrière. Il n'y a que ça que je vois comme solution pour l'import et l'exportation des lecteurs. Allez, merci beaucoup. Monsieur Dia, il y a Oui? Simon qui demande si le logiciel est libre ou payant. Libre. Libre comme l'air. C'est un HTML libre. Le logiciel est libre. Aussi, il y a Tening Nour qui demande est-ce que vous pouvez revenir sur les explications que Moussier Sarr a données tout à l'heure avec le bruit des enfants? C'était trop difficile d'entendre clairement. Ah, OK. Donc, lui, il demandait à ceux qui ont des problèmes pour lancer leur PMB du fait de conflits de port. Parce que vous savez, dans les systèmes de réseau, par exemple, chaque machine a des ports et autres. Donc, souvent, il y a des ports qui sont utilisés 2 fois, 3 fois, qui sont trucs. C'est ce qui fait des fois le serveur local ne passe pas. Donc, il disait que pour vérifier le port, il faut juste taper ici en bas à gauche, service. OK? Donc, il y a un paramètre service qui s'affiche au pluriel ici, qui est une application. Donc, il faut cliquer dessus. Chercher le MySQL. Le MySQL. Donc, quand j'ai cherché le MySQL, moi, j'ai vu ici One pour MySQL. Il est là, One pour MySQL. Donc, il dit de faire bouton droit et de faire arrêter, de l'éteindre. Arrêter. OK? Il dit vous l'arrêtez carrément à partir d'ici. Et vous venez ici. Parce que là, il est arrêté. Donc là, si j'actualise, normalement, je n'aurai rien. Mon PMB même pas s'éteindre. Donc, de venir ici et de faire rafraîchir. Vous voyez, ça va s'éteindre. Donc là, il a été éteint et autres. Donc, de venir ici et de faire rafraîchir. Bouton droit, rafraîchir. OK. Et puis, redémarrer. Et puis, redémarrer. C'est rouge. Ah. Et dès que vous le faites, normalement, le PMB arrive à se lancer, quoi. Donc, c'était ça le problème. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est D'accord. revenu. Il y a aussi Simon qui demande quelle est l'utilité pour un particulier d'utiliser le logiciel. Pour un particulier, oui. Mais le particulier, lui, il n'aura pas accès à ça. Lui, il ne va pas voir la partie administration. Lui, il ne se connectera pas ici. Donc, dans vos bibliothèques, dans vos centres, quand vous envoyez les liens, faites attention.
envoyer le lien où il y a opaque. Donc, si vous voyez ici, il y a index. Donc, pour vos utilisateurs, vous leur envoyez le lien ici. Celui où il y a opaque. Donc, pmb/opaque, sous-CSS. C'est ce qu'il faut envoyer à vos utilisateurs. Donc, à partir d'ici, s'ils ont un login, un mot de passe, comme j'ai dit, ils peuvent se connecter, faire des recherches, réserver des livres, faire des prêts. Quand ils font un prêt et que vous enregistrez le prêt, automatiquement, ils le voient dans leur profil. Ils savent qu'ils ont tel livre à leur possession, ils doivent le rendre en telle période. Ils sont avertis. Ils peuvent créer un système d'alerte. Donc, tout ça, c'est des intérêts. Hein? Si un utilisateur a tout ça, il va dire, mais la bibliothèque, là, elle travaille bien. Parce qu'ils m'ont donné un login, un mot de passe à la plateforme. Je peux faire des prêts, je peux faire des recherches, je peux être averti s'ils ont de nouveaux livres, par exemple, sur tel ou tel sujet. Donc, c'est un peu ça l'intérêt. Parce que les bibliothèques, maintenant, sont devenues des espaces de collaboration. Et ce que vous ne savez pas maintenant, dans les nouveaux PMB, il arrive même que l'utilisateur vous suggère des mots-clés. Il peut faire des commentaires. Il peut partager également des notices sur les réseaux sociaux. OK? Tout ça, ça peut être activé à partir des paramètres. Donc, on arrive à un moment où les utilisateurs même contribuent au traitement de nos documents ici. Ils contribuent même au traitement des documents. Parce qu'ils vous suggèrent des mots-clés. Ils font des commentaires, des suggestions. Et vous également, vous êtes avertis à partir de derrière. D'accord. Donc, on peut comprendre que l'accès est limité pour les particuliers. Il est limité et rigide en même temps. Il est limité, oui. Il est limité et rigide, ouais. Il contribue juste. Maintenant, après, c'est vous qui validez ou qui... Il peut suggérer des mots-clés, vous ne le trouvez pas pertinent. Vous enlevez, vous dites non, ce mot-clé, ce n'est pas bon. D'accord, d'accord. Donc, je pense qu'on peut avancer s'il n'y a plus de questions. On peut avancer s'il n'y a plus de questions. Seulement, je vois la main d'Aliou. Je pense qu'il n'a pas désactivé l'alerte. Aliou, si vous avez... Ah, il a désactivé. Donc, monsieur, je pense que vous pouvez poursuivre. OK. Bon, là, je pense qu'on avait fini. Hier, il y a un de mes amis là, qui est à Abidjan, qui m'avait posé une question. Je n'ai même pas répondu. Mais je vais en profiter pour vous montrer ça. C'est à partir de autorité, par exemple. À partir d'autorité. Imaginez, vous avez écrit Mbayamaba avec P minuscule et autres. Un autre de vos collègues se trompe. Il écrit Mariamba, au lieu de Mariamaba, il écrit Mariam, avec E à la fin bas. Donc, c'est à partir d'ici qu'il faut modifier. Donc, quand vous venez ici et que vous modifiez le Mariamaba, il prend en compte tous les autres auteurs dans la base. Vous voyez? Donc, il vous dit Mariamba a été utilisé combien de fois. OK? Donc, si vous rentrez ici, vous pouvez modifier le nom et le prénom. OK? Comme ça, il le réaffecte à toutes les autres notices. Pareil pour les éditeurs. Donc, on peut venir ici et modifier la liste des éditeurs. Si quelqu'un écrit Harmattan au singulier, vous pouvez écrire au pluriel, ou bien vice-versa. Vous voyez, les collections, les auteurs, les catégories, c'est ici qu'il faut les changer. OK? Maintenant, si vous voulez ajouter des catégories, les catégories, c'est important aussi. Il y a des bibliothèques qui utilisent de plus en plus de catégories. Surtout ceux qui ont des classements maison. Les catégories, c'est quoi? C'est juste des dossiers. Comme serait ici. Par exemple, catégorie, je vais acheter une catégorie. J'ai une bibliothèque où il y a des livres, par exemple, qui parlent de cuisine. Je mets livre, cuisine. Par exemple. Supposons que c'est un classement à maison. Hein. Livre cuisine. Je fais enregistrer. OK? Donc là, si j'actualise, vous voyez, livre cuisine. Il est là, il s'affiche là. Donc, je peux en avoir autre. Livre sport. Sport, par exemple. Je parle de sport. J'enregistre. Je viens ici, si j'actualise, je vais ici. OK. Donc, on peut en avoir autant qu'on veut. Autant de catégories, autant de sous-catégories. On peut également avoir des sous-catégories. Dans cuisine, on peut avoir cuisine africaine, spécialité européenne, spécialité américaine. Dans spécialité africaine, on peut avoir spécialité sénégalaise, ivoirienne. Vous voyez. Ça permet quoi? Ça permet non seulement de classer l'information à l'intérieur des catégories, mais ça permet d'être plus efficace. L'usager, il est là, il vient.
lui, c'est un féru de sport. Il cherche des livres de sport. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas cliquer ici. Il peut faire une recherche libre ici, en tapant les mots-clés qu'il veut. Il peut aller directement dans sport d'abord, naviguer à l'intérieur et puis chercher pour aller prendre l'information qu'il veut. C'est un peu comme une recherche guidée. OK? Dans ce cas, quand vous traitez, quand vous faites catalogue, nouvelle notice, OK? Là, je vais mettre le karaté, par exemple. Le karaté. OK? Si je vais à indexation, catégorie, vous voyez ici, je clique là et je choisis livre sport. Comme ça, je le mets dans livre sport. Vous voyez, et j'ajoute l'exemple, etc. Donc là, si je vais dans sport, je vais voir la notice que je viens de mettre. Livre sport. Il est là, le karaté. Donc, j'aurai tous les livres qui parlent de sport dans cette catégorie sport. C'est comme ça qu'on crée un peu les classements maison dans les catégories. Et ça nous permet de remplir. Et puis, si vous remarquez bien sur la notice ici, je le mets là. Donc, je peux demain cliquer ici, dans la catégorie sport, savoir combien de documents j'ai là-dedans également. Donc, livre sport, j'ai un. Si j'en avais plusieurs, ça allait mettre le nombre exact. C'est bon? Ça peut permettre également ici d'imprimer les livres qui parlent que de sport, par exemple. D'en faire une bibliographie spécialisée qui parle d'un seul thématique, par exemple. Édition, à partir d'ici, on peut faire des statistiques. Si vous voyez bien, pour les lecteurs, par exemple, des lecteurs par ville. Donc, il suffit juste de cliquer et d'exporter sous Excel. Après, vous pouvez même faire des graphiques et autres. C'est important pour les rapports d'activité souvent de fin d'année que les bibliothécaires font dans leur structure. Donc, on peut avoir des statistiques par lecteur, des statistiques par exemplaire. Ici, par exemple, liste des codes par localisation, par section. Ça peut permettre de savoir où orienter les achats, par exemple, de livres cette année. OK? Liste des lecteurs, c'est ici. Liste des prêts. Là, on peut sortir les documents jamais prêtés, par exemple, pour dire que ça, ceux-là, ils n'ont jamais été prêtés. Soit je les donne à une autre bibliothèque, soit je les enlève ici. Et demain, je ne vais pas prendre les mêmes. Vous voyez, les moins empruntés, les plus empruntés. Donc ici, ils peuvent générer toutes sortes de statistiques que vous voulez. Les exemplaires également, ils sont là, ils peuvent sortir par code, par localisation, ce genre de choses. Donc, vous avez pas mal d'outils dans PMB qui peuvent vous être utiles dans le cadre de vos fonctions. OK? J'avoue que c'est grand. Il y a plein de choses à découvrir. D'y aller petit à petit, d'essayer de découvrir menu par menu. Et vous pourrez même dans Zooma venir m'apprendre des choses que moi-même, je n'ai pas encore pu voir ou que je ne sais même pas encore. OK? Pour les codes barres, je vous ai parlé de génération libre. Vous pouvez même, vous, à partir de PMB, générer des codes barres pour vos livres et pour vos lecteurs. Donc, on est dans édition. Si vous allez dans génération libre, ici, par exemple, vous pouvez mettre le nom de votre bibliothèque. Centre de ressources XYZ, j'avais dit. Donc, CRXYZ. OK? Vous pouvez mettre un code barre début. Vous pouvez mettre 2023, par exemple. OK? Nombre de code barre à générer 50, par exemple. Je fais générer. OK? Vous voyez, il me génère un fichier PDF ici. Il est là. Donc, si je l'ouvre, j'ai ça. Vous voyez, il m'a généré les codes barres. Donc, CRXYZ 2023, 2024, 2025, 2026. Vous voyez. Donc, si vous voulez 001, vous changez. Vous mettez ici 0000. Il va vous créer 0001, 0002, 0033, jusqu'à 50 ou jusqu'à 100. Ça dépend de vous. Vous avez la main dessus. Vous pouvez jouer dessus, changer comme vous voulez. OK, il a généré. Donc là, j'ai fait ça. Vous voyez 000, 0001, 0002, 0003, 0004, 05, jusqu'à 0100. 00099. Donc, il m'a généré 100 codes barres. Donc, c'est 99 parce qu'il y a le 0 qui compte ici. Le 0 fait 1.
Et le 99, c'est le 100e code barre qu'il a créé. Vous voyez. Donc, vous pouvez l'utiliser et pour les livres, pour l'alimentation des exemplaires, ou pour les utilisateurs. Comme là, chacun a son code barre unique qui le suit. Donc, à partir d'ici, vous allez juste imprimer ça. Vous allez juste imprimer ces codes barres-là sur du papier autocollant que les librairies vendent. Et vous allez décoller, coller, c'est tout. Aussi simple que ça. Questions? On a des 10 questions? minutes après, hein? Oui, on a juste 10 minutes devant nous. Des questions, s'il vous plaît? Des questions, s'il vous plaît? Questions, commentaires, suggestions? Commentaires, suggestions? D'expérience? Ouais. Bon, je pense que j'ai aperçu une main. Non, il a désactivé encore. Les grands utilisateurs de PMB, là, ils sont où? Ah, il y a le docteur Pam. Docteur Pam. C'est le grand frère. Docteur Pam, vous pouvez activer votre micro. Bonjour, je n'ai pas de question. Je ne suis pas un utilisateur de PMB, mais c'était juste pour féliciter Dia pour cette générosité active au sein de la profession et aussi remercier l'ASBAD. Je crois que ce genre d'activité, d'échange, d'expérience est fondamental pour la formation continue. Et c'est en cela que vous ferez la différence. Encore bravo et bon courage. Je crois qu'il faut multiplier ce genre d'expérience. Voilà, je tenais juste à me participer auprès de vous et puis vous féliciter tous et remercier encore Dia et l'ASBAD pour l'initiative. Merci, prof. Merci beaucoup, M. Pam. C'est moi. Merci beaucoup. D'autres contributions, d'autres réactions, s'il vous plaît? D'autres réactions, s'il vous plaît? Contribution. Allez-y. Bon, M. Dia, avant que peut-être je prends la parole pour fermer la séance, et je perçois des mains. Il y a Djibril Dosso. Djibril, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Ok, j'espère qu'on m'entend. Bonjour. Je vous entends très bien, Djibril. Bonjour, plaisir. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. D'abord, bonjour Dia, bonjour à tous. Et j'ai tenu vraiment à lever la main et puis saluer vraiment notre conférencier du jour. Mais surtout le féliciter. Féliciter parce que c'est pas vraiment évident. C'est pas vraiment évident de partager gratuitement. Et voilà, quelque part, il est dit que quand tu partages, tu reçois beaucoup. Et je voudrais vraiment lui dire merci pour tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, je suis Djibril Dosso, je suis le président de l'Association pour la promotion des sciences de l'information documentaire en Côte d'Ivoire. Et Dia, c'est un ami et c'est quelqu'un vraiment qui est très, très expérimenté. Et je vais vraiment le féliciter dans ce sens-là. Merci beaucoup, chers frères, et puis merci à tous. Merci Djibril. C'est gentil à vous. Issouf, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Allez-y, Issouf, on vous écoute. Bonjour, alors, donc, c'est juste pour remercier Dia, le présentateur, pour la qualité de la présentation. Et je crois que c'est genre d'initiative dans le domaine des sciences de l'information, ça ne va faire qu'accroître le domaine. Aujourd'hui, c'est Dia qui nous a présenté les 6 PMB et j'espère qu'aujourd'hui, je vais présenter quelque chose et qu'après demain, Ousseini va présenter quelque chose dans le sens de la collaboration et le partage d'expérience. Donc, je vous remercie beaucoup et bonne suite surtout. Merci beaucoup, Youssouf. Merci, Youssouf. Merci beaucoup. Voilà. Merci de désactiver votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'autres réactions, s'il vous plaît? Bon, avant de passer la parole au président pour la fermeture, j'espère que vous avez trouvé cette exploration aussi enrichissante que moi. Ensemble, nous avons sondé les profondeurs des transformations numériques qui transforment notre domaine, des bibliothèques et aux archives,
Et en tant que professionnels de l'information documentaire, nous sommes au premier loge de ces évolutions. Nous avons le privilège de modeler et d'adapter nos pratiques à mesure que la technologie redéfinit le paysage de l'information. Avant de nous séparer, je tiens à exprimer ma gratitude à nos intervenants exceptionnels et à chacun d'entre vous pour votre participation active, les réactions, les questions, les contributions, mais aussi les perspectives qui ont été ajoutées à une dimension précieuse à nos discussions. Merci. Je pense que je vais passer la parole. Non, j'aperçois une main. Monsieur Diouf, vous pouvez activer votre micro? Oui, c'était juste pour... Oui, allô? Allez-y, allez-y. Oui, c'était juste pour, une fois de plus, dire bravo et merci à notre collègue Dia pour ses compétences avérées et demander qu'on nous mette rapidement la vidéo sur YouTube comme ça qu'on puisse l'exploiter. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Président Kandji, vous pouvez activer votre micro avant la photo de famille, la photo d'écran. Allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Je commence à remercier l'animateur, M. Dia, qui a toujours manifesté sa disponibilité et son engagement au niveau du comité directeur de l'ASBAT. Je remercie également la présidente de la commission formation, SNAM, qui est très active. Ces derniers mois, la section formation a pris de l'envol depuis qu'elle l'a pris en charge. Le reste, c'est la communauté. L'ASBAT représente la communauté professionnelle sénégalaise et organise ces formations à cet effet parce que la formation initiale, se former, se mettre à jour sur toutes les questions. C'est ça qui fera qu'on soit compétitif au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Pape avait l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'archivistes ou de professionnels sénégalais, africains et internationaux. Non. Nous et les Américains et les Français sont censés avoir les mêmes compétences et les mêmes techniques. Et c'est la formation continue qui règle cette question. Donc, ce qui explique que l'ASBAT s'engage de plus en plus à offrir des rencontres. Les formations à présentiel sont souvent lourdes parce qu'ils nécessitent un peu de moyens, des frais de cotisation, mais les formations en ligne sont très allégées et c'est souvent gratuit. Mais dans tous les cas, je vous invite, que ce soit à l'ASBAT ou ailleurs, de se former régulièrement sur toutes les questions qui améliorent nos compétences. Je profite également de cette tribune pour vous inviter à être membre. Parce qu'il faut appartenir à une communauté. Et pour matérialiser cette appartenance, il faut adhérer et intégrer une commission de réflexion, une commission technique. Tous les dans leur bureau, dans leur coin, pour dire voilà ce que nous devons faire. Mais ce que nous devons faire nécessite la main de chacun. Donc, j'invite tous les membres réellement de cette tribune à donner 5 000 francs par année à l'ASBAT. C'est ça qui nous permet de se déplacer, de se réunir. Je vous invite également à adhérer à l'association. C'est 5 €. Et l'ASBAT, les 5 € doivent être envoyés au trésorier général qui se trouve au Canada. Mais l'ASBAT a retenu avec l'AIFBD d'être un point de contact de cette cotisation. Donc, si quelqu'un veut être membre également à l'AIFBD, il peut donner sa cotisation à l'ASBAT. Et au niveau de l'ASBAT, j'ai choisi M. Dia pour la collecte de ces cotisations parce que je voudrais en tout cas distinguer les fonds de l'ASBAT et les fonds d'une autre association. C'est pourquoi Dia, qui n'est pas trésorier, est chargé de gérer ces cotisations. L'autre point, il faut être très attentif sur les formations, les documents que l'IFLA et CIA partagent. C'est des associations internationales qui disposent de commissions techniques et qui réfléchissent régulièrement sur des documents et proposent des normes. Mais également, s'il y a une manifestation internationale, ils offrent des bourses. Ils sont peu nombreux, au-delà de votre adhésion à l'ASBAT,
à lire régulièrement les publications, à intégrer les commissions techniques nationales, internationales. Parce que vous êtes des professionnels, vous devez rester. Que je voudrais partager à cette occasion et vous promets que nous allons poursuivre ces rencontres. Des professionnels comme PAM ont des choses à partager. D'autres professionnels qui sont dans cette tribune ont également des choses à partager. Donc, l'ASBAD vous offre ce cadre. Parce que quand vous appartenez à une communauté également, vous avez une tribune où vous avez l'occasion d'affiner votre stratégie de communication et votre stratégie et vos capacités d'animation. L'ASBAD également vous offre cette tribune qui est un public ami devant lequel vous pouvez venir pendant 2 heures présenter des communications. Et ça vous prépare demain à pouvoir faire des communications dans des congrès au niveau international. Je remercie de votre mobilisation également. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont mobilisés. Et c'est ça, nous encourageons la participation aux formations continues. Même si c'est payant, il faut le faire. C'est un investissement. Si ça nécessite des déplacements, il faut le faire. C'est un investissement pour vous-même. Voilà, Président Dia, le modérateur, les quelques mots que je voudrais dire à l'issue de cette formation et je vous remercie. Je félicite également de la pertinence des échanges. Vraiment, c'est pertinent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était les mots du Président. Donc, au nom de l'ASBAD Tech Talks, je remercie chaleureusement votre présence aujourd'hui. Continuez à innover, à apprendre et à inspirer. Bonne continuation à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Cependant, je voulais vous demander solennellement d'ouvrir votre caméra pour une photo de famille. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra? Modérateur, pour commencer par toi. Toi, on n'a pas encore vu. Hein. Je suis là. Je vais porter mes lunettes pour des questions esthétiques. Voilà, je suis là tout beau. C'était le modérateur. On a même de reconnaître les visages. Voilà. Les lunettes vous rendent encore plus vilain. Hein? Ah bon, donc je vais l'enlever. Là, vous êtes naturel maintenant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, allez-y, je vais faire une capture d'écran pour une photo de famille. Faire une photo. Allez, souriez, s'il vous plaît. Allez, merci beaucoup. C'est fait. Allez, c'est gentil. Merci, chers collègues. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez. Merci. Allez.